Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des mesures répétées. Donc, ici, il s'agit donc d'une ANOVA, mais avec des mesures répétées, donc avec une VI qui va être mesurée à plusieurs reprises. Ici, pour que vous compreniez un petit peu, j'ai fait donc un cas avec 3 temps de mesure. Donc on parle toujours du BDI, le Back Depression Inventory, qui est donc une mesure pour mesurer les symptômes dépressifs chez une personne. Au plus le score est élevé et au plus la personne présente des symptômes dépressifs. Donc notre VI c'est quoi notre VD, excusez-moi. Notre VD c'est donc la dépression. Et moi le but ici c'est de tester l'effet d'une intervention, n'importe laquelle, un accompagnement psychothérapeutique par exemple, un médicament, n'importe. Et donc l'idée c'est de dire qu'on a au total 50 participants. On a 50 participants et qu'on va dans un premier temps leur faire passer le BDI avant intervention afin de savoir justement quel score ils ont de base. Et puis on va leur faire l'intervention, donc l'accompagnement ou le médicament ou quoi que ce soit. On va leur refaire passer le BDI dans un deuxième temps après l'intervention pour voir si leur score initial a baissé, a augmenté ou est stabilisé, n'a pas bougé. Notre but ici naturellement est que ça diminue. Ça montrerait ainsi que notre intervention a été efficace et qu'elle permet de réduire de manière significative les symptômes dépressifs. Et j'ai créé un troisième temps de mesure, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement en sciences médicales et en sciences de psychologie. C'est 1 an après l'intervention, pour voir si l'intervention qu'on a créée est efficace dans le temps. Si elle fonctionne juste après coup et que quelques mois plus tard, la personne est à nouveau dépressive, ça ne sert à rien. Du coup, 3 temps de mesure. Avant intervention, juste après l'intervention et 1 an après intervention pour voir si les effets se stabilisent. Ou peut-être que la personne a justement eu des outils assez intéressants et que entre après l'intervention, temps 2 et 1 an après intervention, ces symptômes ont encore diminué. Donc voilà, c'est ça l'intérêt d'avoir plusieurs temps de mesure. Donc notre VD, elle est bien mesurée 3 fois. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici, on a ce qu'on appelle une variable within ou intrasujet en français. Notre variable est donc répétée parce qu'on compare l'individu à lui-même. On prend chaque individu et on les compare, voir de où il partait. Est-ce qu'il partait avec un haut niveau de dépression et que ça a diminué au fur et à mesure? Ou peut-être qu'il avait un faible niveau de dépression et que ça n'a pas vraiment eu d'effet, mais parce que c'est un niveau faible. Enfin, voilà, tous les cas sont possibles. Mais donc l'idée, c'est vraiment de comparer l'individu à lui-même. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une variable within ou intrasujet. Jusqu'à maintenant, dans toutes les autres vidéos qu'on avait faites sur les ANOVA, on parlait plutôt de variable between ou intersujet. Là, ça veut dire que l'individu n'est mesuré qu'une seule fois. Il n'y a pas de variable répétée, il n'y a pas de mesure répétée. Je reviendrai là-dessus après. En fait, comment est-ce qu'on sait savoir si on est dans une variable within ou between? Parce que forcément, c'est essentiel, parce que si on se trompe, on va faire les mauvaises analyses statistiques. Alors, c'est quand on a des mesures répétées quand grand N est égal à petit n fois K. Grand N, c'est le nombre d'observations. Moi, ici, j'ai 50 individus, 50 participants, mais que j'ai mesuré 3 fois. Donc chaque individu a 3 scores de dépression, a 3 scores au BDI. Du coup, au total, j'ai 150 observations. Donc, mon grand N ici est égal à 150. Et ce 150, je l'ai obtenu justement en faisant le calcul, le nombre de participants 50 fois K, le nombre de fois que l'on a mesuré la variable. On a mesuré le BDI à 3 reprises. Du coup, j'ai 3 temps de mesure. Pour chaque participant, j'ai 3 observations. Du coup, grand N est égal à petit n fois K. Lorsqu'on a des mesures indépendantes, donc quand on fait une ANOVA normale, il n'y a pas de distinction entre grand N et petit n. Si par exemple, dans mon échantillon ici, j'ai 50 personnes, donc, et j'avais mesuré le genre, j'avais 25 hommes et 25 femmes, bien ici, le grand N et petit n, le nombre d'observations est le même que le nombre de participants. J'ai 50 observations, j'ai observé le genre de 50 personnes différentes, et j'ai effectivement 50 personnes différentes. Donc, ça c'est quelque chose que j'avais déjà dit,
Je le répète, lorsque vous analysez vos variables, il est essentiel de savoir forcément si elles sont quantitatives ou qualitatives, si c'est une VD ou une VI, et forcément si elles sont indépendantes ou s'il s'agit de mesures répétées. Par exemple, le genre, c'est une variable qui ne sera jamais répétée. Parce que si le genre était une variable intra-sujet, ça impliquerait que le participant doit passer 2 fois le test, une fois en tant qu'homme et une fois en tant que femme. C'est un peu compliqué. Donc le genre, typiquement, c'est toujours une variable between. L'âge peut être les deux. L'âge, ça peut être une mesure, une variable intersujet, comme c'est le cas ici. Ici, on a des individus d'âge différents et on a juste une fois demandé leur âge. Donc c'est ce qu'on appelle une étude transversale. On compare des individus d'âge différents. Mais si maintenant mon but c'est de voir l'évolution, par exemple la personnalité, il y a beaucoup de recherches qui se sont intéressées à l'évolution de la personnalité dans le temps. Et donc là, ils ont fait passer le questionnaire de la personnalité qui est le NeoPIAR pour mesurer donc le Big Five, soit donc un questionnaire de la personnalité. Ils ont fait passer le Big Five, le questionnaire de la personnalité, à des individus, par exemple tous les 5 ans ou tous les 10 ans, enfin ça dépend un petit peu des designs, afin de comparer comment la personne évoluait dans le temps. Ça, on peut faire les deux. On peut simplement faire une étude transversale et prendre des personnes jeunes et des personnes âgées, enfin une catégorie, une variance assez importante d'âge, afin de voir, tiens, est-ce que les personnes plus âgées ont une personnalité en moyenne différente des personnes plus jeunes. Ça peut se faire aussi, mais forcément c'est beaucoup plus coûteux, mais on peut faire également une étude longitudinale où on va comparer les gens à eux-mêmes. Donc, l'âge peut être between ou within, ici c'est clairement between. Bon, le QI, ça n'aurait pas beaucoup de sens, enfin, ou alors avec l'âge, je ne sais pas. Enfin bon, bref. Donc, le BDI, donc oui, effectivement, ça peut être une variable within ou between, mais ici, il y a clairement within, vu qu'on l'a mesuré à 3 reprises. Mais dans mes autres ANOVA, quand j'utilisais le BDI, je l'utilisais comme variable between. L'idée, c'était par exemple de voir, j'avais regardé si le genre avait une influence sur le BDI. Et donc là, c'est indépendamment de l'intervention, du temps de mesure ou quoi que ce soit. On s'en foutait complètement des temps de mesure et de l'intervention. L'idée, c'est vraiment de dire, ok, j'ai mesuré le taux de dépression chez mes participants. Est-ce que le genre influence à quel point la personne est dépressive ou pas? Voilà, donc variable between et variable within, c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut gérer pour pouvoir faire des ANOVA correctement. Bien, alors, donc ici on a identifié une variable, donc moi ce qui m'intéresse c'est simplement ces 3 variables-là. Donc ma VD c'est le BDI, c'est les symptômes dépressifs, et ma VI, du coup ça va être le temps de mesure. Temps 1, temps 2, temps 3. Alors, j'ai donc fait l'ANOVA, et les résultats sont ici. Il s'agit avant tout d'une ANOVA, avec la logique d'une ANOVA. Donc on a toujours 3 étapes. Première étape, conditions d'application. Deuxième étape, on interprète l'ANOVA. Troisième étape, on fait les tests post-hoc. Donc ça, la structure est strictement la même. Donc ça va aller plus vite que pour l'ANOVA 1, où là je devais tout expliquer. Donc, première étape, la vérification des conditions d'application. Donc, alors, il y a 3 conditions d'application. La première, c'est l'indépendance des données au sein de chaque temps de mesure, au sein de chaque groupe. Alors, si vous vous souvenez, pour l'ANOVA normale, il s'agit de l'indépendance des données tout court. Ici, mes données ne sont pas indépendantes vu que la personne est mesurée 3 fois. Donc, vu que lui, il a un score de 4, d'office coûtant 2, il ne va pas avoir un score de 20. Ce serait vraiment étonnant. Mais donc voilà, il y a une certaine logique dans l'évolution, vu qu'on compare les gens à eux-mêmes. Par contre, il doit quand même y avoir une forme d'indépendance. C'est une forme d'indépendance entre les participants. Donc on ne va pas comparer ici en temps 1, temps 2, temps 3. On va regarder si dans le temps 1, est-ce que mes données sont toutes indépendantes les unes des autres. Et oui, ce sont des participants différents, donc il n'y a pas de raison qu'ils soient liés d'une quelconque manière. En temps 2, mes 50 observations sont indépendantes les unes des autres. Pareil, il n'y a pas de raison que ce soit dépendant. Et au temps 3, également, mes 50 observations sont indépendantes les unes des autres. Donc là, on ne parle plus de l'indépendance des données, mais de l'indépendance des données au sein de chaque groupe, au sein de chaque temps de mesure.
Donc, première condition validée tout simplement, hein, ça c'est pas compliqué. Voilà. Deuxième condition d'application, c'est le test de Mauchly. Donc c'est la sphéricité, c'est la condition de sphéricité. Alors si vous vous souvenez, dans la NOVA, il y a l'homogénéité des variances qu'on vérifie avec le test de Levené. Ici, dans les mesures répétées, ce n'est plus le test de Levené et ce n'est plus l'homogénéité des variances, c'est la sphéricité. Mais en fait, si vous voulez, c'est exactement la même chose, mais adapté de nouveau au fait qu'on a une variable within. Du coup, on ne vérifie plus l'homogénéité des variances, mais la sphéricité de nos données grâce au test de Mauchly. Donc ce tableau se lit exactement de la même manière que le test de Levené. On a une p-valeur ici qui est significative. Significative, c'est-à-dire que la condition de sphéricité n'est pas vérifiée. Par contre, contrairement à la NOVA normale, ça ne nécessite pas forcément qu'on fasse quelque chose. Je vous montrerai pourquoi après. Donc ici, il faut juste savoir. Il faut savoir si une condition est respectée ou non. Elle ne l'est pas. Mais on peut continuer quand même. Troisième condition d'application, c'est la seule qui ne change pas du tout, c'est la normalité des résidus. Là où ça change quand même un petit peu, pardon, c'est un mauvais graphique, là où ça change un petit peu, c'est que du coup, vu que notre VD est mesuré 3 fois, dans ce cas-ci, eh bien on va avoir 3 cucuplots. Parce que forcément on a les résidus au temps 1, les résidus au temps 2 et les résidus au temps 3. Mais sinon c'est exactement la même chose, c'est un cucuplot des résidus et les résidus doivent être normaux. Alors ici, en fait, j'ai dû faire une transformation en logarithme népérien sur mes 3 temps de mesure, mes trois mesures du BDI, parce que j'avais fait d'abord une première fois la NOVA et que les résidus n'étaient clairement pas satisfaisants. On avait une courbe asymétrique. Du coup, ici, j'utilise ma variable transformée en logarithme népérien. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo « Que faire lorsque les conditions d'application ne sont pas respectées ». Parce que ici, donc, ça m'a permis de résoudre le problème et donc de continuer de faire mon ANOVA comme je le voulais. Premier graphe, clairement, on est dans une courbe normale. Deuxième graphe, également. Et troisième graphe, bon, il est un peu moins beau, mais ça passe tout à fait. Donc, ma troisième condition d'application est respectée. Donc, je vous rappelle que dans les 3 conditions d'application, pour l'instant, il y a eu un problème avec Mauchly, mais Mauchly, je vous ai dit que ce n'était pas un problème. Pourquoi? Parce que justement, on va passer à l'étape 2 de l'ANOVA. L'étape 2 de l'ANOVA, c'est analyser ce tableau-ci. Donc c'est le test of within subject effects. Le test des effets intra-sujet. Donc ce tableau-ci, rien qu'à son titre, vous dit qu'on est dans des mesures répétées. S'il était marqué between, comme c'est le cas ici, test of between subject effects, là c'est par rapport à des variables inter-sujets ou des variables between. Donc dès que vous voyez ce tableau, ça doit vous mettre la puce à l'oreille qu'on est dans des mesures répétées. Alors, il se présente un peu différemment des tests des ANOVA habituels, mais finalement c'est exactement la même chose. On a la somme des carrés, degré liberté, le carré moyen, le F et la p-valeur. La seule chose qui change, c'est qu'à chaque fois on a 4 lignes. Donc ici on a l'erreur, et là on a le temps. Le temps, donc pour rappel, c'est ma variable indépendante. Temps 1, temps 2, temps 3. Donc est-ce que, pour rappel, ici mon hypothèse par rapport à l'ANOVA, c'est quoi? Est-ce que les moyennes... Le score moyen est différent en temps 1, temps 2, temps 3. Donc, est-ce que mu1 égale mu2 égale mu3 pour le BDI à chaque temps de mesure? Ou est-ce qu'il y a au moins un des temps qui a un score de BDI significativement différent des deux autres? Donc, ma VI qu'on va tester. Et donc, il y a 4 lignes que je vous disais. Les 2 dernières, on ne va jamais les regarder, elles ne nous intéressent pas. Les 2 premières, oui. La première, c'est sphericity assumed. Donc là, ça veut dire que la condition de sphérécité est vérifiée. Je vous rappelle qu'elle ne l'est pas. Et du coup, c'est là que je vous disais que ce n'était pas très grave, parce que donc, si ici la p-valeur du test de Mauchly avait été non significative, alors on aurait regardé cette ligne-ci avec cette p-valeur-ci. Par contre, ici, vu que la p-valeur est significative et que donc ma sphéricité n'est pas vérifiée, ce n'est pas grave parce qu'il existe la correction de Greenhouse-Geiser qui permet justement, c'est un calcul qui tient compte du fait que la sphéricité n'est pas vérifiée. Donc en fait, on a dans ce tableau-ci la solution si la sphéricité est vérifiée et la solution si la sphéricité n'est pas vérifiée. Donc ça c'est génial, il n'y a rien à faire. Quand on a un problème de sphéricité, il y a juste à regarder le tableau en dessous et ne pas regarder la première ligne. Donc, vu ici que ma sphéricité n'est pas vérifiée, je regarde la ligne de Greenhouse-Geiser et je vois que ma p-valeur est significative. Autrement dit, le temps, je vais formuler ça autrement,
le score au BDI varie significativement en fonction du temps de mesure. Donc au moins une des moyennes du BDI varie significativement en fonction du temps. Enfin, elle est différente des deux autres. Donc, de nouveau, là, on a l'étape 2 de l'ANOVA. On sait que la VI a un effet sur la VD, mais on ne sait pas lequel. Alors moi, forcément, vu que ici je teste l'effet d'une intervention, je suppose que les symptômes dépressifs ont diminué avec le temps. Mais peut-être pas, peut-être qu'ils ont augmenté. Donc là, sur base de ça, je ne peux encore rien affirmer de concret. Je peux juste dire que oui, il y a des différences entre temps 1, temps 2, temps 3, quelque part là-dedans, dans les 3 moyennes en tout cas. Il y en a au moins une qui est différente. Donc, pour ça, de nouveau, étape 3 de l'ANOVA, les tests post-hoc. J'attire simplement votre attention sur le fait que, donc il y a beaucoup de tableaux quand on fait une mesure répétée, c'est un peu perturbant. Ça, vous ne devez pas spécialement le regarder, on s'en fout. Ça ici, on dit la même chose. Voilà, celui-ci qu'il faut regarder, tout simplement. Comme ça, vous ne prenez pas la tête. Et le test of between subject effects, moi je vous conseille de toujours le regarder. C'est ce qu'on va voir juste après quand il y a des plans mixtes. Il peut y avoir une VI ici, ce n'est pas le cas. Parce qu'ici, on a juste une seule VI et cette VI, elle est within, elle est intra-sujet, du coup, forcément, elle est là. Mais prenez quand même le réflexe de regarder, des fois que vous aurez zappé un truc. Au début, quand vous ne comprenez pas très bien les mesures répétées, c'est compliqué. Voilà, donc on passe à l'étape 3 de l'ANOVA. Et ici, j'ai donc rapidement, ça c'est mes moyennes, hein, en temps 1, temps 2, temps 3, et donc je vois que les symptômes dépressifs, je vous rappelle que ça a été transformé en LN, d'où les scores un peu bizarres, hein, parce que normalement le BDI, le score allait jusque 33. Mais en tout cas, on voit que le score diminue. Maintenant, est-ce que c'est significatif? C'est ça la question. Et donc là, en fait, ici, on a un Bonferroni, mais adapté au fait que ce sont une mesure répétée. Et on a donc les temps 1, 2, 3. Et de nouveau, c'est vraiment comme un Bonferroni où on fait la différence de moyenne entre I et J et on compare 2 à 2. On compare le temps 1 à 2, 1 à 3, 2 à 1, 2 à 3, 3 à 1, 3 à 2. Alors, je vois que tout est significatif. Du coup, tout est significatif, ça veut dire qu'en temps 1, les gens sont significativement plus dépressifs. Ils ont un score au BDI significativement plus élevé qu'en temps 2, juste après l'intervention. Et en temps 2, ils ont un score au BDI significativement plus élevé, et donc ils sont significativement plus dépressifs qu'en temps 3, un an après l'intervention. Donc là, ici, grâce au test post-hoc, je peux conclure que mon intervention est efficace, que les effets non seulement se stabilisent dans le temps, mais en plus que ça continue à apporter ses fruits. Donc l'intervention a encore des effets un an après l'intervention. Donc, voilà pour le test post-hoc. Et alors, le reste, ça, ce n'est pas la peine de regarder de nouveau, c'est les multivariés tests. Ça, je l'ai fait apparaître. Moi, je trouve ça important, justement, pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Grâce à ce graphique, on peut vraiment se dire, ok, entre le temps 1 et le temps 2, donc avant intervention et après intervention, il y a quand même une belle chute. Après intervention et un an après intervention, ça continue de diminuer, et Bonferroni nous a dit que c'était significatif, donc c'est très bien. Mais on voit quand même que, et c'est normal quelque part, que ça ne diminue plus de la même manière, mais ça continue à diminuer. Voilà pour cette première ANOVA, donc à mesure répétée. Je vais vous montrer, ici en fait c'était une ANOVA 1 finalement, hein, où il y a une seule VI, mais la VI en question elle est within, elle est intra-sujet. Je vais maintenant vous montrer une ANOVA mixte, comme on appelle ça. Par abus de langage, parfois on continue à parler de mesures répétées, donc en fait, quand on parle de mesures répétées, ça veut dire qu'au moins une VI est répétée. Il peut y avoir plusieurs VI et il peut y avoir un mélange de VI répétées et non répétées, des VI between et des VI within. Mais si on veut être correct au niveau du langage, à partir du moment où on mélange les VI between et within, on est supposé parler de plan mixte, d'ANOVA mixte. Du coup, ici, j'ai fait une ANOVA à mesure, un plan mixte justement. J'ai gardé mon score BDI en temps 1, temps 2, temps 3. Donc ça, c'est ma VI within, c'est le temps de mesure, temps 1, temps 2, temps 3.
Et j'ai également pris en compte le genre du répondant. Donc le participant est un homme ou une femme. Du coup, là, j'ai donc une ANOVA 2 avec donc deux variables, une between et une within. Et donc c'est bel et bien un plan mixte. Alors, si vous avez compris ce que c'est une ANOVA, ça ne devrait pas vous poser beaucoup plus de problèmes, parce qu'en fait l'idée c'est que vraiment là du coup, vu qu'on a deux types de variables, on a un peu deux ANOVA en une. Donc, pour rappel, on doit faire quoi? ANOVA. Première étape, les conditions d'application. Alors la normalité, l'indépendance des données, ben oui, dans ma variable between homme et femme, le genre, on a bien des variables, des données indépendantes. Il n'y a pas de raison que les scores de l'un aient influencé les scores de l'autre. Et pareil pour ma VI within, le temps de mesure, au sein de chaque temps, les données sont indépendantes entre elles. Première condition d'application. La deuxième condition d'application, c'est l'homogénéité des variances et la sphéricité. Je dis bien les deux dans ce cas-ci, parce que vu que j'ai une variable between, je dois faire le test de Levené qui devient en fait... c'est plus complexe que ça, mais l'idée c'est que vu que j'ai une VI between, il y a le test de box qui apparaît. Et de nouveau qui se lit strictement de la même manière qu'un test de Levené ou un test de Mauchly. Bon, ici il est significatif, il n'est pas supposé l'être, donc là ça veut dire que le test de covariance, d'égalité de covariance est donc significatif, les covariances sont hétérogènes. Voilà, dans ce cas-ci, je vais juste vous demander de faire comme si c'était non significatif pour qu'on puisse continuer. Donc voilà, donc c'est vraiment l'équivalent du test de Levené, mais avec des variables within et between. On a également le test de sphéricité de Mauchly, qui est là pour justement regarder par rapport à la VI within. Donc là, on a les deux tests, un test de box et le test de sphéricité. Donc de nouveau, la présence des deux doit vous indiquer qu'on est en train de faire une ANOVA mixte. Mauchly, ça signifie VI within, intrasujet, et box, ça veut dire qu'on a aussi une between, au moins une between. Alors, pour les conditions d'application, il nous reste toujours la même condition qui n'a pas changé, c'est la normalité des résidus. Donc j'ai refait les trois graphes, et de nouveau, les trois graphes suivent une distribution normale, ou acceptable en tout cas. Première étape, valider. Deuxième étape, l'interprétation de l'ANOVA. Alors, je vais dans un premier temps dans le test of within subject contrast. Donc ici, on est dans un tableau qui mesure les effets intra-sujet. J'ai ici, excusez-moi, je ne regardais pas le bon. Je me disais bien. Donc voilà, on a ici le temps de mesure, donc temps 1, temps 2, temps 3. Et là, on a l'interaction entre le temps et le genre, parce que pour rappel, c'est une ANOVA 2. Une ANOVA 2, ça veut dire qu'on va avoir trois hypothèses. On teste l'effet principal de la VI 1, l'effet principal de la VI 2 et l'effet d'interaction entre la VI 1 et la VI 2. Donc, on voit que le temps est significatif. Je regarde, Mauchly est significatif, donc je regarde à la correction de Greenhouse-Geiser. Donc, le temps a un effet significatif sur le score au BDI. Donc c'est ce qu'on vient de dire dans l'ANOVA à mesure répétée normale, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. L'interaction n'est pas significative, et alors là vous allez me dire, mais il manque quelque chose, vu que là on a l'effet principal du temps et l'interaction, où est le genre? Eh bien le genre, il est dans ce deuxième tableau sur lequel j'ai attiré votre attention, qui est donc Test of Between Subject Effects, donc le tableau qu'on regarde habituellement lorsqu'on n'a pas de mesure répétée. Eh bien, bon, il a changé, là par contre il n'est plus du tout le même, mais le genre est là. Donc, ma p-valeur est significative, ce qui signifie que le genre influence de manière significative le score obtenu au BDI, et ce, indépendamment du temps de mesure. Donc ce qui se passe, c'est que pour le genre, pour tester l'effet du genre, on a fait la moyenne des trois temps de mesure, donc pour chaque participant, on s'est dit, voilà, son score moyen au BDI, c'est autant. Donc, indépendamment du temps de mesure, on a regardé quel est le score moyen au BDI de chaque participant et on a regardé si le genre avait une influence dessus ou pas. Apparemment, oui.
Donc, les deux effets principaux sont confirmés, ils sont significatifs. En revanche, l'effet d'interaction n'est pas significatif. Étape 2 de l'ANOVA, donc on a confirmé que les deux effets principaux étaient significatifs mais qu'il n'y avait pas d'effet d'interaction. Du coup, étape 3 de l'ANOVA, on passe au test post-hoc. Donc là, il nous faut un test post-hoc pour le temps. Pour le genre, ce n'est pas nécessaire parce que pour rappel, on n'a que deux groupes. Du coup, là, il suffit de regarder la moyenne pour conclure. Mais s'il y avait un troisième groupe, il faudrait effectivement faire un test post-hoc pour cette variable. Et alors, l'interaction n'est pas significative. Donc, on peut se passer d'un graphique, mais moi, j'aime bien les graphiques quand même. On va quand même les analyser. Alors, on a donc, c'est la même chose qu'avant, hein, donc on a de nouveau c'est un Bonferroni pour les trois temps de mesure. Donc on constate c'est exactement les mêmes scores parce que forcément les données n'ont pas changé. Nous montrant que chaque temps a une moyenne significativement différente des autres. Donc si on voit les moyennes, on voit que le temps 1 a un score significativement plus élevé en symptômes dépressifs que le temps 2 et idem. Les participants en temps 2 ont un score de dépression significativement plus élevé qu'en temps 3. Voilà. Donc ça, c'est l'effet du temps. Sur le BDI, pour le genre, normalement, j'ai un tableau quelque part ici. Il faut regarder celui-ci. Bon, malheureusement, on n'a pas accès entre guillemets, aux vraies données où on fait la moyenne du score obtenu avant, après et un an après l'intervention. Mais de toute façon, on constate que, systématiquement, les femmes ont un score plus élevé que les hommes. Donc, vu qu'on sait que le genre a un effet significatif sur le score obtenu au BDI, on peut en déduire que les femmes sont significativement plus dépressives. Elles ont un score plus élevé au BDI que les hommes. Voilà pour l'effet du genre sur le BDI. Et alors, les petits graphiques, donc celui-là, c'est le même que tantôt, on voit en temps 1, temps 2, temps 3, comment le score diminue, d'abord de manière drastique, et puis diminution plus plate, entre le temps 2 et temps 3. Et donc ici, on a nos deux variables, le genre et le temps. Alors sur cette variable, sur ce graphique, on voit clairement l'effet du genre sur le BDI. Parce que si on devait faire quelque part la moyenne des femmes, on est plus ou moins là, ici. Et la moyenne des hommes, on est plus ou moins ici. Et on voit clairement que les femmes ont un score moyen au BDI plus élevé significativement parce qu'on sait que c'est significatif dans le tableau grâce à la p-valeur, mais ici c'est assez clair qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et par contre, l'effet du temps, entre guillemets, on est moins certain, de nouveau on sait grâce à l'épée-valeur que c'est significatif et on peut constater du coup, vu qu'on connaît la valeur vu qu'on sait que c'est significatif, on peut observer qu'effectivement, tant chez les hommes que chez les femmes, à chaque temps de mesure, le score de BDI ne fait que diminuer. Même graphique mais en inversant les variables. Donc là de nouveau, la moyenne des femmes elle est plus ou moins ici, indépendamment du temps de mesure donc, et la moyenne des hommes elle est plus ou moins ici. Indépendamment du temps de mesure, on peut de nouveau facilement voir qu'il y a un effet principal du genre sur le BDI. Et par rapport au temps, on voit bien qu'au temps 1, hommes comme femmes, ont un score plus élevé qu'au temps 2. Et par contre, au temps 3, on voit de nouveau que l'évolution est bien moindre. Donc de nouveau, d'où l'intérêt d'avoir des tests, une ANOVA qui nous montre si oui ou non il y a un effet principal ou une interaction, et des tests post-hoc pour nous dire où sont les différences. Parce que sur base du graphique, je peux peut-être deviner qu'il y a une différence entre le temps 1 et le temps 2. Parce que le temps 1, la moyenne, elle est là. Le temps 2, la moyenne, elle est là. Ok, il y a quand même un écart assez important. Je peux me dire qu'entre le temps 1 et le temps 2, il y a quand même une diminution significative des symptômes dépressifs. Par contre, entre le temps 2 et le temps 3, là, il me faut clairement un test. Parce que graphiquement parlant, c'est trompeur. On pourrait penser qu'il n'y a pas de diminution entre le temps 2 et le temps 3, vu qu'on ne dirait pas... on pourrait penser que non. Et voici, donc, avec ça, écoutez, on a terminé les mesures répétées et donc les plans mixtes également. J'espère que c'était clair. Très bonne journée à vous. Au revoir.